Merci pour votre invitation. Avant de rentrer dans le vif de mon exposé, je voudrais, en guise de préambule, vous dire que je vais parler de gens, de personnages assez sinistres, de criminels même, de nazis, mais je tiens à préciser que ces gens-là sont une extrême minorité en Ukraine. Et j'insiste même sur le fait que sans Maïdan, sans l'aide occidentale sur le Maïdan, jamais Svoboda n'aurait eu un ministre dans un gouvernement, comme ça a été le cas au lendemain de Maïdan, ou un procureur général de ce parti. Jamais des gens comme Yarosh, Parasyuk, Mezitchouk, dont je vais parler, n'auraient jamais été élus députés, bien sûr. Donc il ne s'agit pas de faire d'amalgame entre les gens dont je vais parler et l'immense majorité de la population ukrainienne qui ne voulait qu'une seule chose, c'est vivre en paix. Donc effectivement, il y a 2 ans, le gouvernement ukrainien de l'époque, donc son président Viktor Yanukovych, a été renversé par une révolution qui avait pour motif une exacerbation des passions parce que, en fait, une bonne partie des Ukrainiens étaient exaspérés par cet état de crise permanent dans lequel se trouvait l'Ukraine. Et au moment de ce soulèvement, on peut dire, il y a eu différents acteurs. Il y a eu l'acteur, je dirais, principal, qui est la population ukrainienne, une partie de la population ukrainienne, qui manifestait largement les samedis et dimanches, puisque comme tous les gens normaux, du lundi au vendredi, on travaille. Mais il est évident que ces manifestants en eux-mêmes n'auraient pas pu remporter la victoire contre Yanukovych, pas plus que la manif pour tous n'a pu changer le cours de la loi qui était prise en France. Pourquoi? Puisque c'est de la même manière, ces gens-là, du lundi au vendredi, travaillent et ils peuvent manifester le samedi et le dimanche, mais le reste du temps, ce sont des gens normaux. Donc la victoire sur Yanukovych est due à d'autres acteurs que l'on va retrouver tout au long de ces 2 dernières années dans leur action politique. Ces acteurs, on les connaît, il y a les milices d'extrême droite, les milices de hooligans, il y a les oligarques et il y a les acteurs étrangers, ceux qui ont financé Maïdan, puisque je vous rappelle que Victoria Nuland, donc la secrétaire adjointe du département d'État américain, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, a déclaré que cela avait coûté 5 milliards de dollars. Vous trouvez ça sur Internet. Oui, je tiens à vous dire que ce soit dans mon ouvrage ou dans tout ce que je vais citer ce soir, mes sources sont des médias ukrainiens ou des médias occidentaux. Je n'ai jamais utilisé un média russe. Et donc tout ce que je vous dis, les références sont en bas de mon livre, je vous les donnerai là. Vous pouvez tout vérifier, les vidéos, les articles. Ce sont le plus souvent de la presse ukrainienne, et c'est une presse ukrainienne, je dirais, pro-Kiev. Donc c'est pas la voie de Moscou. Donc en fait, pour essayer de vous expliquer un peu ce qui s'est passé, pour expliquer la situation actuelle en Ukraine, qui en fait imbrique toujours ces 3 forces, c'est-à-dire les forces extérieures autour essentiellement de Washington, les oligarques et les milices d'extrême droite, eh bien je vais diviser mon intervention en 3 parties. Dans la première partie que j'ai intitulée « Soulèvement et répression », j'évoquerai la manière dont, au lendemain de Maïdan, toute une partie de l'Ukraine n'a pas accepté la fin du processus constitutionnel. Dans un deuxième temps, j'appellerai ça la démocratie impossible. J'expliquerai comment le gouvernement ukrainien et le système politique ukrainien étaient incapables de créer un système démocratique qui fonctionne et les raisons pour lesquelles il l'a fait. Enfin, j'essaierai dans une 3e partie d'évoquer quelques prospectives pour l'Ukraine. Comment est-ce qu'on peut s'imaginer la suite des événements d'ici la fin 2016 et plus loin. Donc, la première partie que j'ai appelée « Soulèvement et répression », eh bien, il faut se souvenir qu'au lendemain de Maïdan, il y a toute une partie de l'Ukraine. Alors, cette partie de l'Ukraine, généralement, on l'appelle la Nouvelle-Russie. Pourquoi? Alors il faut faire la différence entre le projet politique Nouvelle-Russie, puisqu'il y a effectivement un projet politique Nouvelle-Russie, et tout simplement le fait que la Nouvelle-Russie désignait une circonscription administrative à l'époque de la Grande Catherine, qui avait l'avantage, quand on parle de cette zone donc, de l'Ukraine du Sud-Est, de recouvrir les différentes régions actuelles de cette Ukraine, qui part en gros d'Odessa, qui remonte en englobant la Crimée et qui remonte jusqu'à la région de Kharkov. Donc c'est pour ça que quand j'utiliserai Nouvelle-Russie, ce n'est pas le projet politique, c'est juste un moyen pratique de désigner cette partie de l'Ukraine qui se sent, on va dire, plus proche de la Russie que du reste de l'Europe. Donc au lendemain de Maïdan, eh bien, il y a des soulèvements dans toute cette partie.
Il y a des soulèvements à Kharkov, il y a des soulèvements à Dnipropetrovsk, il y a des soulèvements à Odessa, il y a des soulèvements également bien sûr à Donetsk et à Lugansk. Évidemment, ils ne prennent pas les mêmes proportions qu'on se trouve dans cette partie à l'extrême est de l'Ukraine, donc Donetsk et Lugansk, où il y a une majorité de la population qui est russe, ou dans le reste donc, de cette Nouvelle-Russie, où la majorité est largement ukrainienne, même si c'est une partie ukrainienne russophone. Le problème qui se pose en fait pour le nouveau pouvoir à Kiev, et également pour Washington, c'est la manière dont on va pouvoir reprendre le contrôle de ces régions qui réclament encore à cette époque uniquement une fédéralisation. En avril donc 2014, Kiev et Washington sont encore sous le choc de la réunification de la Crimée, qui était quelque chose qui n'était absolument pas attendu, qui était un coup de théâtre qui a mis tout le monde en fait, devant le fait accompli, et en fait qui a commencé à donner des idées justement à toute cette partie qui correspond à la Nouvelle-Russie. Et donc il a fallu trouver un moyen. Et il faut bien se dire qu'au lendemain de Maïdan, les oligarques qui ont financé Maïdan, les gens comme vous avez sans doute entendu parler, Igor Kolomoïski par exemple, ces gens-là, en fait, ce qu'ils veulent, c'est tirer les dividendes de leur investissement. À la limite, le fait de rentrer dans une guerre civile globale ne les intéresse pas forcément. Mais en revanche, pour Washington, l'urgence est ce qu'elle est, pour des raisons aussi institutionnelles. Parce que quelle est la différence entre la Crimée et le reste de l'Ukraine? Eh bien, en Crimée, il y a des institutions. Ce qui fait qu'au moment où, en fait, où la Rada est investie par les milices nationalistes, au moment où on dissout la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire où en fait l'Ukraine sort de sa constitution, eh bien en fait finalement la seule chambre qui était encore légale, c'était le Parlement de Crimée. Et donc évidemment pour le pouvoir kievin, pour le pouvoir américain, donner des institutions équivalentes aux régions de l'Est de l'Ukraine, ça reviendrait à se mettre exactement devant le même problème. C'est-à-dire que si jamais un jour Kiev décide de rentrer dans l'OTAN, eh bien par exemple le Parlement de Kharkov pourra décider que non, on n'y va pas, celui de Donetsk également, celui de Lugansk également, bien entendu. Donc en fait, dans la construction politique que tente de mettre en place le nouveau pouvoir de Maïdan et Washington, il s'agit d'empêcher absolument cette fédéralisation pour la raison que je vous ai donnée. Et également une autre raison qui est plus économique, c'est qu'en fait les principaux contributeurs au budget ukrainien sont en Nouvelle-Russie. Le reste de l'Ukraine ne produit pas grand-chose. Et ce qui fait qu'avec une fédéralisation, on a un risque qu'il y a toute une partie de l'impôt qui était renvoyée à Kiev, et bien finalement sera retenue au niveau des régions, et ce qui affaiblira bien entendu davantage le pouvoir central. Donc le point de départ pour moi des opérations de représailles qui visent à reprendre le contrôle dans l'Est et le Sud de l'Ukraine, dont Odessa, eh bien, c'est la visite de John Brennan les 11 et 12 avril 2014 à Kiev. John Brennan est le directeur de la CIA et c'est lui qui vient, si vous me passez l'expression, botter les fesses du nouveau pouvoir ukrainien qui n'a pas vraiment finalement envie de prendre la mesure du problème. Et pour cela, ils vont s'appuyer non pas sur l'armée, puisque l'armée, comme on l'a vu, on a tous en tête ces images, notamment à Slaviansk, où en fait les soldats arrivent, donnent leurs chars, leurs armements, où finalement on refuse de tirer dans la population, puisque ce sont leurs frères, eh bien ils vont s'appuyer sur la création d'une garde nationale qui va intégrer petit à petit les milices qui vont se créer de la même manière. Et en fait, c'est ces milices qui vont commencer la répression. Alors il y aura évidemment deux types de répression. Il y a une répression, je dirais, dans la partie de la Nouvelle-Russie qui n'a pas su s'organiser militairement. Donc en fait c'est toute la partie sauf le Donbass actuel qui est sous contrôle de la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk. Et donc cette répression va être extrêmement violente. Elle va se manifester par plusieurs massacres, par des arrestations. Le premier massacre, je ne m'étendrai pas dessus puisque c'est celui d'Odessa. Le second, on en parle peu, qui arrive une semaine après, c'est à Mariupol, où il y a également des dizaines et des dizaines de morts, on ne sait pas encore trop. Aucune de ces, bien sûr, de ces répressions n'ont été investiguées sérieusement. À côté de ça, il y a tout un discours qui se met en place pour déshumaniser en fait les gens qu'on appelle séparatistes, alors que je rappelle à l'origine ils sont fédéralistes. Une manière de les déshumaniser en disant que c'est des bandits, que c'est des sous-hommes, c'est des choses qu'on voit beaucoup sur les sites nationalistes ukrainiens, sur lesquels je vais régulièrement.
Donc il y a toute une propagande qui se met en place pour déshumaniser celui d'en face et qui, à mon avis, aura aussi des conséquences sur la manière dont ces malheureux vont être traités, de ceux qui vont oser se soulever. Donc, pour vous résumer un peu à la fin de ma première partie ce qui s'est passé donc, depuis 2 ans militairement, donc, dans toute la partie qui ne s'était pas réussi à s'organiser, il y a eu des répressions sur le type d'Odessa, qui ont été des fois plus discrètes, comme à Dniepropetrovsk, donc qui est la zone qui est complètement sous contrôle de l'oligarque Kolomoïski. Et donc dans le reste de cette Nouvelle-Russie, donc cette petite partie qui correspond à Lugansk et à Donetsk, eh bien, il y a eu des grandes batailles. J'ai défini moi-même en fait 4 phases dans cette guerre. La première bataille, eh bien, en fait, c'est une défaite, c'est la défaite de la DNR et de la LNR en fait, qui est déclenchée par la perte de Slaviansk. Donc Slaviansk, c'est un peu la ville, c'est la plus ancienne ville du Donbass. Elle est à la frontière ouest du Donbass, si vous voulez. Et cette ville tombe en juin 2014 et est prise par l'armée ukrainienne. Et à ce moment-là, en fait, je pense que c'est ce qui décide le président Poroshenko, qui s'était fait élire sur un projet, sur un programme en disant « je ferai la paix, je trouverai une solution, une langue commune avec les Russes en 3 mois ». Donc il s'est fait élire et c'est pour ça qu'il était élu sur un programme pacifique. Et je pense que Poroshenko a été trompé par ses conseillers qui lui ont dit « voilà Slaviansk est tombé ». Et d'ailleurs on pouvait lire, j'ai cité les soi-disant spécialistes français, des gens comme Bruno Tertrais, qui dans le Figaro expliquaient que ça y est, c'était terminé, il n'y avait plus que quelques bastions, c'était gagné. Et pourtant c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu 3 batailles qui ont été perdues par Kiev. La première on n'en parle pas beaucoup parce qu'elle arrivait au moment du MH17, donc on parlait beaucoup du MH17. Moi je l'ai appelée la bataille des frontières. Qui a eu lieu au mois de juillet, puisque les forces kieviennes ont été envoyées pour essayer de couper le Donbass de la frontière russe. Et donc, ils se sont étirés tout le long de la frontière, et à ce moment-là, ils ont été saucissonnés par les forces à la fois de la LNR, donc de Lugansk et de Donetsk, et ont été réduites. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que, je cite le témoignage de Yuri Biryukov, qui est le conseiller pour les affaires militaires du président Poroshenko, donc, qui lui prend la parole à la mi-juillet en déplorant justement le comportement de l'armée ukrainienne, qui est très mal commandée. Il met en cause notamment les généraux ukrainiens, il met en cause... mais il ne parle pas de présence de troupes russes sur le sol ukrainien à ce moment-là. À ce moment-là, le récit qui après va être servi et répété dans les médias occidentaux et dans les médias ukrainiens n'est pas encore au point. Il sera au point au moment de la 2e grande défaite de l'Ukraine, de Kiev, en fait c'est Ilovaisk. Donc Ilovaisk c'est une poche qui correspond à une perte, à une très grosse perte à la fois humaine et matérielle par l'armée ukrainienne, mais aussi beaucoup par les bataillons, notamment un bataillon comme le bataillon Donbass essuie une cuisante défaite. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que les bataillons sont plus efficaces dans la répression dans les villes qu'ils contrôlent plutôt que sur le terrain. Et donc, ça va être un problème que va devoir prendre en compte l'état-major kievien. La dernière défaite, c'est Debaltsevo. On s'en souvient un peu parce que ça a donné les accords de Minsk II, sur lesquels, au moins officiellement, tout le monde se réfère. Ce que je veux dire, c'est que tous les efforts militaires qui ont été faits par Kiev pour reprendre le contrôle de l'Est de l'Ukraine montrent la manière dont ils veulent le faire et leur ambition. Leur ambition, c'est pas de respecter les accords de Minsk, c'est pas de trouver un motus vivendi avec les gens des républiques autoproclamées, c'est ce qu'ils appellent la solution croate. La solution croate, qu'est-ce que c'est? C'est l'épuration ethnique de la Krajina serbe en 1995. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Ça a été évoqué une première fois au lendemain de Minsk I par Yuri Lutsenko, qui est un des conseillers et un député chef de la faction du bloc Poroshenko au Parlement ukrainien, qui a dit qu'on est d'accord pour des accords de paix si c'est comme les accords signés entre les Serbes de Krajina et les Croates. Et en fait, qui avait abouti donc à l'épuration complète de la Krajina, c'est-à-dire 2 ans de réarmement, et après on chasse ou on extermine ceux qui ne veulent pas partir. Ça a été repris par un des conseillers du SBU, donc le SBU, vous allez encore m'en entendre parler, c'est le service secret ukrainien, c'est eux qui, avec les milices d'extrême droite, font régner la terreur dans ces zones dont ils ont peur de perdre le contrôle. Et plus grave encore, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de parler de Minsk II, il y a 3 semaines, Ivan Dvarchenko, qui est le conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien, Arsen Avakov, lui a de nouveau évoqué la nécessité d'obtenir une victoire sur le front de l'Est qui soit l'équivalente de celle des Croates en 1995. Donc cette solution croate,
est une obsession dans la tête des élites kieviennes actuellement, et c'est aussi la solution prônée par Washington. Donc il faut bien se rendre compte que quand on parle des accords de Minsk, on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que pour Kiev, c'est une pause avant de reprendre la guerre. Ce n'est pas une solution définitive au problème du Donbass. J'ai ensuite appelé ma deuxième partie la démocratie impossible, parce que, en fait, la dépendance du système politique, de l'oligarchie et des bataillons néo-nazis, en fait, est responsable de l'impossibilité pour l'Ukraine de créer un véritable système démocratique. Pour moi, il y a eu un véritable tournant, ça a été les élections parlementaires d'octobre 2014. En Occident, en France notamment, on a présenté ça comme une grande victoire de l'Ukraine pro-européenne, puisque en fait les partis on va dire, pro-russes avaient essuyé une cuisante défaite. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'à cette époque, en octobre, la répression déjà existe dans toute l'Ukraine, et surtout ce qui est intéressant de voir, c'est les taux de participation. Et le taux de participation dans cette partie qui commence à la Nouvelle-Russie est très bas, et notamment dans l'extrême est de l'Ukraine, il est extrêmement bas. Et malgré tout, même dans ces villes où le taux de participation est bas et où les gens sont sous contrôle soit du SBU ou soit du private sector, on vote pro-russe, ou du moins l'équivalent du parti pro-russe, qui est le successeur du parti Yanukovych, qui s'appelle le bloc d'opposition. Donc en fait, finalement, si vous regardez le taux de participation, eh bien, par exemple, à Mariupol, il l'emporte le taux de participation est de 20%. À Slaviansk, c'est à peu près la même chose. Donc finalement, en fait, ce découpage de l'Ukraine initiale se prolonge et se voit à travers le taux de participation. Mais il y a autre chose de plus grave qui se passe au moment des élections parlementaires d'octobre 2014, c'est l'arrivée au sein du Parlement des chefs de bataillon néo-nazis. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les néo-nazis du Parlement, c'était Svoboda. Svoboda est un véritable parti néo-nazi. Je vous renvoie, c'est un parti qui se revendique ouvertement d'Adolf Hitler. Je vous renvoie une déclaration que vous pouvez trouver sur Internet le 24 octobre. Donc on est à la veille des élections. Irina Farion, qui est une idéologue du parti Svoboda, qui est candidate à son renouvellement en tant que députée, prend la parole et cite Adolf Hitler comme modèle éducatif pour les enfants, en disant c'est dans les écoles qu'on prépare à gagner la guerre. Imaginez-vous un seul parti européen qui fasse la même chose. Donc Svoboda est un véritable parti nazi. Vous pouvez d'ailleurs télécharger la littérature nazie sur le site de Svoboda. Par exemple, l'ouvrage de référence qui est écrit par Dimitro Donsov, qui s'appelle Nationalisme, qui a été publié en 1926, est téléchargeable sur le site de Svoboda. Et je peux vous assurer qu'il n'a rien envié dans le contenu à celui qui sort également en 1925-1926, qui est Mein Kampf. Donc, en Occident, on présente les élections d'octobre 2014 comme la fin des nazis au sein du Parlement. Eh bien, c'est vrai en partie, puisque Svoboda, ne franchissant pas la ligne minimum, perd une trentaine de députés, donc il passe de 36 à 6 députés. Et en revanche, c'est l'arrivée donc des chefs de bataillons de représailles comme députés, ce qui va leur donner l'immunité parlementaire et ce qui va leur permettre de faire ce qu'ils veulent. Alors, je ne vais pas tous vous les citer parce que j'ai peur après de déborder sur le temps qui m'est imparti, mais il faut bien se rendre compte que la plupart des partis vont prendre des chefs de bataillon de représailles parmi leurs élus, parce qu'ils ont besoin d'eux pour, le cas échéant, avoir un soutien physique dans leurs opérations, notamment en cas d'échec électoral, comme ça a été le cas récemment à Kryvyi Rog. Kryvyi Rog, c'est une ville de l'est de l'Ukraine, et là, en fait, le bloc d'opposition, donc on va dire entre guillemets pro-russe, l'emporte face au candidat d'un autre parti de l'ouest de l'Ukraine qui s'appelle Samopomych, qui est un peu le parti montant à l'heure actuelle. Il est dirigé par le maire de Lvov. Et donc ces élections qui ont lieu en novembre dernier font gagner le candidat du bloc d'opposition. Il faut savoir que ces élections ont été observées par le SCE. Le SCE a dit que tout allait bien. Et pourtant, ils font un mini-Maïdan local pour faire annuler l'élection. Et ils obtiennent l'annulation de l'élection. Et comment est-ce qu'ils font ce Maïdan local? Eh bien, au sein du parti Samopomych, qui a été élu en deuxième position derrière la tête de liste, il y a un homme qui s'appelle Semenchenko, qui est un des fondateurs du bataillon Donbass. Et donc c'est un des chefs de bataillon. Et ce sont ces gens-là, ces radicaux, qui sont utiles à ces partis pour pouvoir avoir toujours sous la main la possibilité de renverser le cours démocratique normal. Et résultat que dans une semaine, vous avez de nouveau une nouvelle élection à Kryvyi Rog pour choisir le maire, alors qu'il avait déjà été choisi il y a 4 mois.
D'autres exemples, il y en a beaucoup. Je voudrais vous parler de quelques cas particuliers, notamment il y en a un qui me plaît beaucoup. C'est un homme qui s'appelle Parasyuk. Donc Parasyuk, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la nuit du 20 au 21 février 2014, un accord de sortie de crise est signé par les 3 ministres des Affaires étrangères français, allemands et polonais avec Viktor Yanukovych. Et donc, Vitaly Klitschko, le boxeur futur maire de Kiev, arrive avec ce document sur le podium et dit voilà, c'est gagné, nous avons un accord. Et là, il y a un jeune néo-nazi qui lui arrache. Et il dit non, nous, ce qu'on veut, c'est que Yanukovych parte, donc avant demain, 10h. Et évidemment, Yanukovych appelle les 3 ministres avec lesquels il vient juste de signer un accord, et on s'aperçoit qu'ils sont tous aux abonnés absents. Et finalement, l'accord de sortie de crise est sans doute l'accord le plus court de l'histoire de l'humanité. Félicitations à la diplomatie française. Donc, je reviens à mon Parasyuk. Et donc, Parasyuk, après lui, donc l'avantage de tous ces néo-nazis, c'est qu'ils sont très bavards. Et ils racontent tout. Et ils ne peuvent pas s'empêcher de se filmer. Notamment, par exemple, y avait-il des camps d'entraînement avant Maïdan? Eh bien, en fait, il y a une vidéo en août 2013 où on voit Yarosh, le leader de Pravi Sector, en train d'expliquer, d'haranguer ses troupes que l'heure arrive bientôt. Et Parasyuk, c'est pareil. Parasyuk, il donne, au moment de Maïdan, une interview dans un journal ukrainien qui s'appelle Ukrainskaya Pravda, et dans lequel il explique que oui, j'ai été formé dans des camps à l'ouest de l'Ukraine, j'ai reçu une formation idéologique, militaire, etc., etc., et je suis là pour en découdre. Et Parasyuk, donc, ensuite rejoint un des bataillons, le bataillon Azov, et donc il devient un des leaders de ce bataillon. Ensuite, il est élu député à Lvov, et donc il bénéficie désormais de l'immunité, malgré son comportement psychotique. Notamment, il y a 2 mois, devant les chaînes de télé ukrainiennes, sur Canal 112, il y a une conférence sur la lutte contre la corruption, et il écrase d'un coup de pied la tête du numéro 2 du SBU, qui est chargé de la lutte contre la corruption. Alors vous imaginez, si un député français ou suisse écrase la tête d'un haut fonctionnaire français ou suisse, vous imaginez bien que dans les jours qui viennent, il va finir en prison, on va lui lever son immunité parlementaire. Eh bien non, pas du tout. J'ai revu Parasyuk sur la télé ukrainienne il y a une semaine, il arrachait le drapeau russe du consulat de Lvov, du consulat russe à Lvov. Donc il faut bien vous rendre compte que même si au bout d'un moment, quand ça devient trop gros, on lève l'immunité parlementaire de quelques-uns, comme par exemple le leader du bataillon de Igor Mozichuk, qu'on voit dans le film de Morera, eh bien, même si de temps en temps on lève l'immunité à ceux-là, en plus pour de mauvaises raisons, puisqu'on lui a levé pour corruption, alors que ce qu'il commet, ce sont des exactions épouvantables, eh bien, en fait, le système se protège. Et il y a également un autre exemple que je voudrais vous donner, qui à mon avis aussi est révélateur, et notamment du silence qu'on peut trouver dans les médias occidentaux. L'année dernière, ça devait être au mois de juin 2015, le procureur militaire d'Ukraine est intervenu dans un talk show télévisé ukrainien en direct. Et dans ce talk show télévisé, il a lu les dépositions des gens qui avaient été prisonniers du bataillon Tornado. Le bataillon Tornado, c'est un bataillon de psychopathes et de tortionnaires, puisque beaucoup de bataillons étaient fondés notamment en vie dans les prisons. Et d'ailleurs, l'homme politique ukrainien Lyashko s'est félicité de la qualité des repris de justice qui incorporaient les bataillons. Et donc, ce procureur général militaire a lu les dépositions des gens qui ont été violés par les bataillons, qu'on forçait, les prisonniers étaient obligés de se violer entre eux. Donc tout cela, les Ukrainiens l'ont vu. Et je me suis dit, ça, les médias occidentaux ne pourront pas le cacher. Cette vidéo, vous la trouvez sur Internet, elle est sous-titrée en anglais, en français, donc c'est pas difficile. Eh bien, ce qui pour moi devait être le tournant vraiment sur la prise de conscience de ce que c'était que les bataillons de représailles, eh bien, il n'y a eu aucun écho. Et il faut aussi se mettre à la place. Pourquoi est-ce que le procureur général va parler en direct, expliquer les exactions d'un bataillon de représailles? Parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, eh bien, en fait, il n'y aura pas de poursuite. Donc, en fait, ce système politique qui existe aujourd'hui en Ukraine, qui a amalgamé le pouvoir oligarchique qui les finance, les bataillons de représailles à l'origine ont été financés notamment par Igor Kolomoïski, qui leur a donné une base à Dnipropetrovsk. Eh bien, en fait, ces systèmes sont tellement imbriqués qu'il n'y a plus aucun moyen de s'en sortir. Et c'est pour ça notamment que sur l'affaire d'Odessa, comme sur l'affaire de Maïdan, comme sur tous les crimes qui ont été commis, eh bien, il n'y a pas de justice.
Voilà, je vais bientôt avoir terminé. Quelle perspective pour l'Ukraine? C'est ma troisième partie, je vais essayer d'être rapide. La rupture entre les deux Ukraines, celle dont je vous parlais, donc cette nouvelle Russie et le reste de l'Ukraine, elle a été confirmée par les élections législatives en novembre de l'année dernière, en novembre 2015. On a vu même des choses assez extraordinaires, c'est-à-dire que la ville de Slaviansk, qui avait soi-disant été libérée par l'Ukraine, pareil, on observait un taux de participation très bas, on était encore à 65% je crois de gens qui n'ont pas voté, mais ils ont élu au premier tour un maire du bloc d'opposition, donc ancien parti des régions, c'est-à-dire pro-russe, dont le slogan était « Aimer Slaviansk comme Nila ». Et Nila, c'est une prisonnière politique, elle est en prison parce qu'elle s'est rebellée contre Maïdan, c'était l'ancien maire de Slaviansk. Donc les gens, contrairement à ce qu'on a dit, il n'y a pas eu de libération de Slaviansk, il y a eu une prise de Slaviansk, et les gens de Slaviansk espèrent qu'une seule chose, c'est rentrer dans le Donbass. Il faut être réaliste. À Mariupol, c'est pareil, élu au premier tour un candidat du bloc d'opposition. Donc en fait, on s'aperçoit que les deux Ukraines sont en train de se séparer, sont en train de se diviser. Le pouvoir kievien a besoin des bataillons de représailles pour mater non seulement les potentielles manifestations politiques ou soulèvements politiques, mais maintenant même les manifestations sociales. J'avais vu justement sur les médias à Kharkov une manifestation de retraités qui manifestaient parce qu'en fait aujourd'hui la vie est devenue impossible à cause de l'augmentation des prix. Et bien en fait a été dispersée par des néo-nazis locaux. Et donc, en fait, tout le pouvoir, le maintien du pouvoir de Kiev dans cette région ne peut passer que par l'existence, un, d'une police politique qui s'appelle le SBU, et deux, par ces bataillons de représailles qui font régner la terreur. Alors, qu'est-ce que ça peut donner tout ça? Eh bien, ça va être très difficile. Ce qui devrait se passer à terme, du point de vue général, c'est que l'Occident, aujourd'hui, est fatigué de l'Ukraine. Ils ne sont pas prêts à payer ce que la Russie a payé pendant 23 ans. Ils se sont fait tirer l'oreille pour payer 6,5 milliards depuis en un an et demi. Aujourd'hui, alors que la nouvelle tranche du FMI devait être versée, elle n'a pas été versée. Et en fait, tout le monde se rend compte que c'est un gouffre. La corruption a explosé comme jamais. Et donc, finalement, l'Ukraine va peut-être se retrouver livrée elle-même. Et c'est là que les choses peuvent devenir vraiment dangereuses. Parce que tous ces gens à qui on a donné une arme, et ça l'histoire le prouve, tous ces gens qui en fait n'ont appris à vivre que par la violence, eh bien, vont continuer à le faire. Et donc, la seule solution, à mon sens, c'est de faire pression sur Kiev pour une fédéralisation générale du pays, pour faire en sorte que la protection des populations revienne au niveau des gouvernements locaux. Et c'est la seule solution que je vois. De toute manière, la fédéralisation aura lieu, à moins que Kiev réussisse à faire justement cette fameuse solution croate qui les fait tant rêver, mais ça j'en doute, pour des raisons militaires et techniques. En ce qui concerne la justice qui doit être rendue à tous ces gens qui ont souffert, et nous allons bientôt entendre de quoi il s'agit, à Odessa, Mariupol, honnêtement, à l'heure qu'il est, je ne vois pas comment une justice en Ukraine peut être possible. Même si je pense que ce serait à l'Ukraine de juger tous ces criminels, à commencer par quelqu'un dont on parle peu, qui s'appelle Andrei Paroubi, qui est l'homme que l'on retrouve derrière toutes les opérations, les snipers de Maïdan. C'est lui qui met un procureur général de Svoboda au lendemain de Maïdan. Jusqu'en octobre, celui qui est chargé donc de faire exercer la justice en Ukraine est un néo-nazi de Svoboda. Il faut bien s'en rendre compte. C'est pour ça que, je reviens à mon préambule, quand on dit en Occident que les néo-nazis sont minoritaires, je dis oui, mais qu'est-ce qu'ils font au pouvoir s'ils sont minoritaires, s'ils sont ultra-minoritaires? Pourquoi est-ce qu'il y avait 4 ministres de Svoboda au lendemain de Maïdan? Pourquoi est-ce qu'ils avaient le procureur général qui a couvert tous les agissements des milices à Kharkov, à Mariupol et encore une fois à Odessa? Donc effectivement, cette justice que je souhaite, parce que je pense que notamment les gens d'Odessa la méritent, eh bien, pour l'instant, la seule chose qu'on peut espérer, c'est au moins une investigation internationale, parce que, pour l'instant, comme vous allez le voir tout à l'heure, rien n'avance, et cette justice, eh bien, les parents des victimes, eh bien, en ont besoin. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci Monsieur Moreau pour cette brillante analyse géopolitique qui diffère un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre, notamment sur l'évocation de la solution croate, les viols forcés entre détenus dans les prisons. J'ai aussi beaucoup aimé votre méthodologie qui consiste à travailler uniquement avec des sources ukrainiennes. Et aussi vos références à la diplomatie française, bon, ça m'amuse toujours.
Je vous ai parlé aussi en introduction du film de Paul Moreira, j'ai oublié de vous diffuser l'extrait avant de commencer. Donc là, vous allez voir deux extraits à la suite. D'abord le film, puis une autre vidéo amateur. Sans eux, la révolution ukrainienne n'aurait jamais triomphé. Pour les caméras du monde entier, ils étaient des héros. Et une diplomate américaine est même venue leur offrir des petits pains. En février 2014, ces combattants de rue ont fait fuir le président. Et ils ont installé un nouveau gouvernement. Et certains d'entre eux ont pris les armes pour combattre les pro-russes à l'Est. Puis, ils sont devenus un danger, même pour le nouveau gouvernement. Leurs armées parallèles peuvent imposer leur ordre dans la rue. Sur Internet, ils diffusent leurs exploits. Et à Odessa, ils ont commis un massacre. Они были опьяненные, вот этот вот. Вот когда зверь почувствует кровь. Для меня лично заслужили такой смерть. Мне их не жалко ни одной секунды. Qui sont ces hommes derrière les masques? Pour qui travaillent-ils? Quelle est leur vision politique? Were there neo-Nazi groups involved in that? Ces milices vont-elles kidnapper la révolution? Dans ce film, certaines images peuvent choquer.
Après la partie analyse géopolitique, on va passer à une partie témoignage. Nous avons avec nous deux témoins directs du drame d'Odessa. Vous avez, pour ceux qui connaissent, reconnu la maison des syndicats dans l'extrait, où au moins 46 personnes ont été tuées d'après l'ONU. Notre première intervenante est Madame Victoria Machulko, qui est à la fois diplômée du conservatoire de l'Université de musicologie, de la Haute École d'économie et également de psychologie de l'Université d'Odessa. Elle s'exprimera en tant que fondatrice et présidente du Conseil des maires du 2 mai. Une précision, donc elle va s'exprimer en russe et cette partie sera que traduite en français. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы благодарны вам за то, что вы сегодня сюда пришли на эту встречу. И сегодня мы хотим вам рассказать о трагедии, об огромной трагедии, которая произошла в Одессе. Я хочу сразу сказать о том, что Одесса – это прекрасный южный город. Это миролюбивый город, где уживаются больше 130 национальностей. Такого количества национальностей нет, наверное, ни в одном регионе. И никогда между людьми не возникало такое разрешение конфликтных ситуаций. Конечно же, в Одессе, как и в других городах, присутствовали два лагеря противоборствующих. Это были представители Майдана и антимайдана, как их называли. Но все вопросы решались мирным путем. Майдан собирался в центре города, у них было свое место, они там решали свои вопросы, выступали. А антимайдан собирался на Куликовом поле. Что люди там делали? Собирались, высказывали свое мнение тоже о происходящем в стране, свою гражданскую позицию высказывали. Да, выступали за проведение референдума, который касался федерализации. Но никто с оружием туда не приходил. Проводили мирные марши протеста, в которых принимало участие огромное количество людей. Судя по всему, это и испугало в какой-то степени власть, когда было решено Куликово поле убрать. Для того, чтобы его убрать, было понятно, что своими силами сделать это очень сложно. Для этого надо было привести в город людей, которые бы выполнили эту грязную работу. Это я вам рассказала сейчас вкратце о том, что было накануне 2 мая. Как я оказалась свидетелем этих страшных событий. 2 мая – это весенний праздничный день, когда обычно все люди собираются семьями, выезжают за город, встречаются с друзьями. И этот день не отличался от предыдущих таких же праздников. Я случайно включила телевизор. И то, что я увидела в прямом эфире, это сказать, что это было страшно, это ничего не сказать. В центре города шли настоящие бои. Я знала, что сын должен пойти с друзьями в центр города гулять на праздник, и начала набирать его по телефону. Он не отвечал. Я решила, что он где-то там, и однозначно все бросила дома и побежала в центр города. Транспорт уже не ходил. Подбегая, когда я находилась недалеко от Греческой площади, это самый центр Одессы, очень красивая часть Одессы, я уже увидела людей, окровавленных
с разбитыми головами, которые возвращались уже оттуда, после первого боя. Как потом я поняла, я примчалась на Греческую площадь буквально через минут 10-15 после того, как окончился первый бой. То, что там я увидела на такой знакомой, на такой любимой, на такой красивой Греческой площади, вообще не поддается никакому объяснению. Вокруг валялась брусчатка разбросанная, которые бросались. Были пули валялись, гильзы от пуль валялись просто на земле. Но когда я хотела их поднять, мне это не дали сделать какие-то люди молодые в камуфляжной форме. Они просто меня как бы отодвинули в сторону, сказали: не трогай, это наше. Я увидела группы людей, которые стояли вокруг Греческая площадь, имеет форму круга. Люди стояли, окружив кого-то. Когда я начала пробираться, я поняла, что они окружили раненых, которых надо было срочно перевозить в больницы. Но скорые помощи подъехать близко не могли. Поэтому те раненые, которым можно было самостоятельно оказывать помощь, оказывали люди эту помощь. Те, которые были очень тяжелые, их необходимо было переносить к скорым помощям, которые стояли за площадью, что было небезопасно, потому что когда начинали переносить раненых в скорые помощи, тут же появлялась группа молодых людей неадекватных, которые пытались с помощью бит, с помощью железных палок разбираться с тем, кого несли в скорой помощи. Это все было настолько вообще непривычно для Одессы. Я не думала никогда, что уже как бы прожила определенный отрезок времени, что я увижу в нашем городе то, что я увидела в этот день. На моих глазах по площади шел молодой человек. У него футболка была полосатая, она напоминала чем-то георгиевскую ленточку в полоску. Это послужило причиной того, что к нему тут же подбежало, не помню, 4 или 5 человек. И они начали его избивать. Они его повалили на землю, они били его битами, они били его ногами. И 2 пожилые женщины, я не знаю, откуда у них хватило смелости, подскочили, начали вытаскивать его из этой толпы и кричать. Одна кричала: «Это мой внук, отпустите его». В конце, конечно, я поняла, что никакой он не внук им, что это был совершенно чужой человек, но он должен быть им благодарен до конца своих дней, потому что эти 2 одесситки пожилые спасли ему жизнь. Его бы просто добили там. Затем я, не найдя сына на Греческой площади, видела, что люди ходят где-то, бегают по соседним переулкам и улицам, и я тоже свернула на соседнюю улочку. Вы увидите сегодня съемки, мы их случайно нашли, то есть никто их специально не снимал, ну, я имею в виду себя, что я не снимала их специально. Вы увидите, как во дворе жилого дома группа людей избивает тех, кто живут в этом доме, жильцы этого дома. Ну, что-то им не понравилось в них, и они их вот решили избить. Ну, вот так они проявляли свой патриотизм. Вы увидите сегодня много страшных сюжетов, и я хочу, чтобы вы это понимали. Это видеосъемки документальные, их собирали по частицам, по крупицам, чтобы показать их вам и рассказать о том, что действительно происходило и происходит по сегодняшний день в Одессе. Я не нашла сына в центре города, но я четко услышала, что всех вот этих молодых людей, так сказать, призывают собраться на Соборной площади. Эта площадь находится рядом с Греческой. Когда я прибежала туда, и со мной еще несколько женщин прибежали, которые тоже искали своих детей и не могли найти, мы увидели, что со всех сторон города туда стекаются огромные толпы. В руках у них были биты, в руках у них были железные пруты, жуткие цепи металлические. Позже этих людей назовут мирной демонстрацией. Когда во всех средствах массовой информации на Украине называли этих людей мирной демонстрацией, это было по меньшей мере кощунство.
Они призывали, этими людьми руководили взрослые люди, судя по всему, специально обученные, потому что они отдавали команды, как строиться, куда идти и по каким улицам будем идти. Мы с этими женщинами решили обогнать эту огромную колонну и первыми прибежать на Куликово поле, чтобы предупредить людей. Нам это, к сожалению, не удалось. Мы прибежали на Куликово поле с ними одновременно. По дороге, надо сказать, то, что они творили, они разбивали витрины магазинов, они били машины, они били рекламные щиты. Вы это тоже увидите. Эти все съемки есть. Все эти съемки есть. Ну, то, что было на Куликовом поле, передать словами, конечно, трудно. Люди, которые спрятались в здании профсоюзов, большая часть это были женщины и пожилые люди. Это уже потом мы узнали об этом. Я услышала, что в здании находятся люди, я увидела, что в окнах открытых, из окон открытых выглядывают люди. Sur le 6, la traduction. Из окон здания выглядывали люди. В тот момент они еще не знали, что им осталось жить, несколько часов. Первыми загорелись палатки, которые были установлены на Куликовом поле. Огонь полыхал чуть ли не до самого неба. И буквально сразу же с двух сторон здания в окна открытые полетели бутылки с зажигательными смесями. Их, кстати, разливали недалеко от Куликова поля. Молодые девушки, у нас есть съемки фотографий этих девушек, которые разливали эти так называемые коктейли Молотова. Ими забрасывали здание. И в здании начался пожар. Сразу хочу сказать, что позже стало всем известно. Вот эти девушки, которые, они перед вами, которые разливают коктейли Молотова, которые случайно появились у мирной демонстрации. Сегодня, вернее, в тот день я пыталась всматриваться в окна здания, я все еще продолжала искать сына. Я думала, что вот я сейчас его увижу в каком-то окне, и я ворвусь в здание, и я помогу не только ему, но еще кому-то. Его не было видно, и я начала вокруг здания вместе с другими женщинами бегать. Каждая из нас искали своего ребенка. Но начали гореть уже помещения в здании профсоюзов. И когда я оказалась в тыльной части здания, я увидела самое страшное. При мне начали в окна выбрасываться люди. Они выбрасывались из горящего здания в надежде найти спасение на земле. Вы это увидите сегодня. Я не знаю, слышала ли, наверняка нет, кто-то из вас, как падает человеческое тело с высоты. Это тело падает со страшным звуком, со страшным гулом. И вот этот звук до сих пор стоит в ушах. Люди выпрыгивали из здания один за одним. Они хотели просто найти спасение на земле. Наверное, в тот момент они не думали, что прыгают с 4-го этажа, с 5-го, с 3-го. Они прыгали, разбиваясь об асфальт. Вы увидите на съемках. А внизу их добивали. И тот человек, который добивал людей, сегодня спокойно гуляет по нашему городу. Он приходит на Куликово поле, он позволяет себе издеваться над матерями погибших. Он патриот, так они себя называют. Пробраться туда, на территорию двора, где были люди эти упавшие, было невозможно. Мы пытались несколько раз это сделать, но нас не пропускали. Мы пытались пробраться туда, пробежать, прикрываясь работниками полиции. И вы на съемках увидите, я бегу вместе с милицией, но
нас отталкивали, нас никого не пускали туда, и мы не могли им оказать никакой помощи. Я хочу сказать обязательно несколько слов о милиции, теперь она называется полицией. Их было очень много. Они стояли за зданием, они просто стояли. В здании горели люди, в здании, как мы потом узнали, убивали людей, они просто стояли. Пожарные машины, которые вызывали очень многие люди, не ехали 45 минут, хотя пожарная часть находится в 3 минутах от Куликова поля. Кстати, потом, когда все-таки приедет пожарная машина, оказалось, что кто-то отключил воду. И пламя нечем тушить. Те люди, которых добивали, их вытаскивали на дорогу. И вы увидите съемки документальные, как они лежат вдоль дороги. Это было очень много тел. Те, которые были еще хоть как-то живы, ранены, но живы, для них устраивали коридор позора. Их заставляли, раненых, в крови, проползать по этому коридору, петь гимн Украины. Вот так себя вели мирные демонстранты. Я, конечно, могу еще очень много рассказать о страшных событиях, которые происходили. Кстати, в этом фильме вы видели момент, когда парень летит с 3-го или 4-го этажа. Это был один из самых молодых, кто находился в здании, это был Вадик Папура, 17-летний, студент 1-го курса университета. Когда он упал, его бросились добивать, и после этого накрыли флагом Украины. И есть на съемках его тело, накрытое флагом Украины, которое пропиталось кровью. Представьте себе его мать, которая примчалась на Куликово поле и нашла его там. Вы знаете, я хочу сразу сказать, что очень трудно об этом всем вспоминать, потому что просто перед глазами встают эти картины. Это было страшно. Я хочу сказать, что я никогда не думала, что через 70 лет после окончания войны мы все думали, что фашизма нет. Я не буду их называть майдановцами. Я их назову тем именем, которое им присуще. Это были фашисты. Те, кто убивали людей, те, кто их добивали раненых, те, кто их живьем сжигали и кричали, что жарится майский шашлык, это не люди. Это самые настоящие фашисты. Я находилась там почти до 12 ночи. Пока не уехала последняя скорая помощь, и пока не уехала последняя машина, которая увезла тех, кого арестовали, их выводили со здания, избитые в крови, некоторые вообще идти не могли, их вели их друзья. Я ожидала, пока уедет последняя машина, сына я так и не нашла. Телефон все еще не отвечал, и я вернулась в эту ночь уже, я вернулась домой. Я возвращалась домой и думала, что я уже весь этот ужас увидела, что самое страшное, что я могла увидеть, я уже увидела, что в здании никого не осталось. В тот момент я еще не знала, что происходит в здании. Вы увидите кадры, на которых эти патриоты, так называемые, вламывались в двери кабинетов. Люди, некоторые женщины, пожилые люди, спрятались в кабинеты. Они их закрыли, двери закрыли, там мебель перетаскивали. Вот то, что я вам сейчас говорю, это все свидетельство очевидцев. Это все есть в книге, которую мы привезли, и которая называется «Я видела смерть». Там собраны свидетельства очевидцев, тех, кто выжил во время этой трагедии.
И те, кто сейчас до сих пор приходят на Куликово поле, чтобы почтить память погибших. Так вот, только на следующий день, когда я пришла утром вновь на Куликово поле, я увидела очень много людей, которые бегали, искали своих родственников. Все здание было оцеплено милицией, туда войти невозможно было. Но каждый бегал и друг у друга спрашивал: вы не видели здесь вот такого парня, вы не видели такого парня. Я видела, как одна женщина увидела куртку своего сына. Эта куртка была в крови, она была обожжена, и когда она увидела куртку, она начала кричать: это куртка моего мальчика, значит, он жив. Значит, он жив. Но уже очень скоро выяснилось, что 20-летний парень Игорь Лукас, он есть у нас на фотографии, красивый молодой парень, студент экономического университета, спас 2 женщин, спустил их на веревке со 2-го этажа. Сам не успел спуститься, его добили в кабинете. Мы вам сегодня покажем фотографии его из морга. А в свидетельстве о смерти, в экспертизе, было написано: задохнулся от дыма. Он был настолько изуродован, что мать не могла его узнать. У нас есть много таких фотографий, хотя их не разрешено было делать. Я могу рассказать о каждом из тех, кого вы видите на этих фотографиях. Я сразу хочу сказать, что это далеко не все из тех, кто погибли. Есть несколько семей, которые не предоставили свои фотографии своих родственников, не дали нам никакой информации, но мы знаем, они приходили, они говорили: да, мой ребенок здесь погиб. Или мой муж здесь погиб. И самое главное, я хочу сказать, что это цвет нации, это гордость нации. Здесь перед вами не маргиналы, не люмпены, не бомжи. Перед вами образованные люди, настоящие одесситы. Те, кто вышли на защиту своего города. Студенты, менеджеры, юристы, переводчики, прекрасный авиаконструктор, который даже не успел получить патент на изобретенный им самолет, архитекторы, строители, да можно прекрасный дизайнер Гена Кушнарев, который оформил не одну витрину в магазинов в Одессе. Саша Жульков, программист великолепный. Ну, о каждом можно говорить. То, что произошло в Одессе, не поддается никакому объяснению. Можно иметь различные мнения о происходящем в стране. Можно... Можно иметь различные мнения о том, что происходит в стране. Но нельзя вот так бороться с людьми. С тем, что они живут. Они живут в демократическом государстве, они имеют право высказывать свое мнение. И то, что случилось в Одессе, это убийство. Это стремление утопить Одессу в крови и напугать Одессу. Я хочу, чтобы вы сейчас увидели, что происходило внутри здания, как они ломились в кабинеты.
женщинами в здании профсоюза. У нас еще есть очень много таких съемок ужасающих, как расправлялись с теми, кто был внутри в здании. И тем, кто их убивал и добивал, было абсолютно все равно, кто перед ним. Женщина, мужчина, пожилой, молодой человек, все равно. Они выполняли свою работу. А их работа, приехав в Одессу, была убивать. Я хочу, чтобы вы посмотрели на этот топорик. Таких топоров нашли много в здании профсоюза. Обратите внимание, они все в крови. Они даже не убрали за собой орудия убийства. Они их просто бросили в кабинетах, которые были залиты кровью. Кабинеты, представьте себе, были залиты кровью. И кровь была не только на полу, но даже на стенах. Как надо было расправляться с людьми. А теперь я хочу сказать несколько слов по поводу этой фотографии. Свидетели, которые находились в здании, утверждают, я в здании не находилась, но там были люди, которые выжили. Они рассказывают о том, что в какой-то момент по коридорам стал расстилаться какой-то зеленоватый дым. Те люди, которые вдыхали этот дым, они тут же падали от этого дыма. Но буквально в скорости в коридорах появились молодые люди. Вот здесь есть даже на снимке, вы увидите, они были уже готовы к этому. У них были противогазы. Значит, кто-то сегодня скажет, что мирная демонстрация вышла прогуляться по улицам города-героя в противогазах? Нечетко видно. Одну минутку. Сейчас по этому поводу тоже. Да, против, как мы сказали. Конечно, были люди, которые задохнулись в дыму. Были люди, которые вдохнули вот непонятное вещество. Но когда сегодня говорят о том, что в людей не стреляли и что не было огнестрельных ранений, это ложь, это неправда. Мы вам покажем сейчас фотографии, на которых четко видно Алеша Балабан. Вот он первый на баннере у нас. Прекрасный, умный парень, жизнерадостный парень. У него было 3 пулевых ранения в голову. Вот. Это Саша Жульков. Его застрелили на Греческой площади. Там пытались оказать какую-то помощь, как-то вынимать эти пули, потому что никак не подходили врачи. Но, к сожалению, вот пытаются оказать помощь. Но, к сожалению, это не удалось сделать. А вот эта фотография после смерти. Обратите внимание, похож этот человек на того, который задохнулся в дыму. Это 20-летний мальчик Игорь Лукас, которого изуродовали до такой степени, что мать узнать не могла. У него были переломаны все ребра, а в экспертизе написано «задохнулся в дыму». Это перед вами Никитенко Максим, архитектор. Погиб в здании профсоюзов. У него была раздроблена полностью голова, хотя он не прыгал в окно на землю. Переломаны ребра, есть очень много там ушибов и переломов, гематом.
Голова тоже раздроблена. Это перед вами 17-летний Вадик Папура. Посмотрите на этого мальчика на фотографии. Студент первого курса. И посмотрите на его посмертную фотографию. Вот в таком виде его нашла мать. Посмотрите и запомните, как в Одессе расправлялись с теми, кто имел право высказать свое мнение о происходящем в стране и в городе. А теперь посмотрите, пожалуйста, на вот эту фотографию. Прошло какое-то время, совсем недолго, буквально, может быть, около 2 месяцев, когда нам сообщили, что на западном кладбище есть множество захоронений. На табличках написано «Неизвестный 2 мая». Вот, пожалуйста, написано «Неизвестный скончался 2 мая 2014 года». И таких могил там есть не 1 и не 2. Помимо этого, есть могилы, на которых написано «Хирургические отходы». Откуда столько хирургических отходов появилось после событий 2 мая? Возникает вопрос. Прошли 23 месяца после трагедии. Под арестом не находится ни один, вы слышите, ни один из тех, кто организовал это преступление и кто принимал в этом участие. Представьте себе, ни один человек, хотя есть видеоматериалы, есть доказательства, что эти люди принимали участие в убийстве, в организации всех этого всего, я не знаю даже как сказать, это не просто трагедия, это горе всеобщее. Но зато под арестом до сих пор. Я прошу слова. 1 минуточку. Я прошу слова, пожалуйста. Я прошу слова. Мы имеем право высказать. Monsieur, il y aura un temps pour les questions à la fin de l'intervention des 2 témoins. Et vous pourrez être entendu, mais je vous prierai de ne pas interrompre la conférence, s'il vous plaît. Merci. Под арестом до сих пор по событиям 2 мая на Греческой площади находится 5 человек в СИЗО и 15 человек под домашним арестом. Мы вам покажем сейчас, как проходят суды, когда судей вынуждают писать заявление на увольнение и брать самоотвод. Вот в таком составе приходят представители Майдана, просто в помещение судов, устраивают там драки. Вот они заставляют судей писать заявление на увольнение. И судьи это делают. 10 марта произошел инцидент в суде, когда избили тех, кто находился под домашним арестом. 2 оказались в больнице. И в конце я бы хотела сказать следующее. Учитывая то, что по Дому профсоюза даже не начиналось расследование, и никто не наказан. Следствие проводилось только сейчас пока по Греческой площади. Против тех, кто сейчас находится под арестом, у прокурора нет никаких доказательств. Суды постоянно переносятся, либо продлевается срок ареста этим ребятам. Я хочу сказать, что родственники погибших и все неравнодушные люди обращаются ко всем международным организациям. Мы обращаемся ко всем вам, помочь нам осуществить справедливое расследование трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Мы требуем наказать тех, кто действительно виновен в этой трагедии.
И это надо не только матерям погибших, не только их детям. Это надо всем людям неравнодушным, которые никогда не останутся равнодушны к тому, что произошло у нас в Одессе. Спасибо. Mesdames, bonjour messieurs. Merci d'être venus ici, tellement nombreux, pour assister à notre conférence. Moi, je représente ici les mères et les parents de tous ceux qui ont péri. Et vous voyez là une bannière avec des portraits de nos enfants, de nos maris, de nos proches. Moi, je veux souligner une thèse qui était très répandue dans nos médias d'Odessa. Et après, cette thèse-là, elle était reprise par les médias, par de nombreux médias de notre pays et ailleurs aussi, comme quoi c'était des gens déclassés, des marginaux, des clochards, et voire des espions russes même. Moi, je vous témoigne que mon fils était la 4e génération, il est né à Odessa, et ses ancêtres sont nés à Odessa aussi. Il n'était pas déclassé, il était ingénieur, il a fait ses études à l'Académie des télécommunications et informatiques. Il était ingénieur, se spécialisé dans le domaine de programmation. Comme plusieurs Odessites, comme beaucoup d'Odessites, il a pris part à des manifestations absolument pacifiques qui ont eu lieu à la veille des événements que Victoria vous a présentés. Le 2 mai, chez nous, c'était un jour férié. Ce jour-là, je me trouvais à la maison en train de regarder la télé. Tout à coup, mon ami m'a appelé et il a dit « Mais regarde la télé, c'est la chaîne de notre ville qui filmait tout ce qui se passait là-bas. » Et elle dit « C'est quelque chose d'affreux. » Et je me suis précipitée tout de suite. Je suis allée à la place Kulikova-Pol parce que j'ai cru que mon fils, il devrait être là. Quand je suis venue à la place Kulikova-Pol, en face de la maison des syndicats, déjà plusieurs fenêtres étaient en flammes. La porte centrale était bloquée. J'ai vu une haie, c'était une haie vraiment affreuse. C'était 2 rangées, des gens vêtus de noir, masqués, avec des gourdins, avec des haches. Et c'était ce corridor bandériste assez fameux. Qu'est-ce qu'il faisait? Il refoulait les gens de la maison des syndicats et ils étaient obligés de passer entre ces 2 rangées en rampant. C'est juste pour humilier ces gens-là qui croient toujours à la révolution de dignité en Ukraine. Il faut bien qu'ils ouvrent les yeux. Ce serait très bien qu'ils ouvrent les yeux. Bon, j'ai vu un jeune homme qui était refoulé et jeté par terre, le nez dans le trottoir. Et ces gens-là en noir, ils ont commencé à lui donner des coups de pied et de gourdins. Il y avait aussi d'autres gens encore qui étaient autour de cette haie, qui étaient en train de vociférer des slogans bandéristes comme quoi tous les moscovites, on les pendra. C'est comme ça que ça se met. Bon, moi, je n'ai pas fait attention à ces slogans et j'ai décidé de me jeter sur cet homme parce qu'il était déjà très... Ils l'ont frappé et j'ai cru que je dois le protéger pour attraper ses coups au lieu de lui. Il faut dire la vérité, ils ne m'ont pas frappé. Ils nous ont pris. Il y avait quelques gens aussi
En noir, ils nous ont pris et nous ont emmenés vers le lieu où se trouvaient des ambulances. Mais moi, j'ai décidé de revenir pour attendre à ce que mon fils soit refoulé. Mais il n'était pas là et j'ai décidé de... J'ai pris mon portable, j'ai essayé de l'appeler. Quelques voix étrangères, c'était quelques voix d'un homme, peut-être c'est un chauffeur d'ambulance. Il m'a dit, votre fils est mort et est tué. Venez le chercher à l'hôpital juif. Moi, je n'ai pas voulu le croire. J'ai pris un taxi et je me suis précipitée là-bas. À l'accueil, j'ai vu peut-être une quinzaine ou vingtaine de personnes avec des mains, des têtes, des jambes ensanglantées. Et je peut-être mon fils, il est parmi ces gens-là. Et je demandais à l'infirmière qui enregistrait les blessés, est-ce que Andrei Brajewski est là? Ça, c'est mon fils, il avait 26 ans. Il est là dans la première rangée au centre, en haut. Bon, il n'était pas là. On m'a dit, il est mort. Allez dans la cour. Il se trouve dans une ambulance. Je l'ai trouvé dans cette ambulance. C'était vrai qu'il était déjà mort. On a décidé d'aller au commissariat de la région, commissariat de la police de la région. Mais là-bas, on n'a pas voulu même nous parler, on a refusé de nous parler. On était obligé de trouver un autre commissariat. On a trouvé un commissariat au centre de la ville. Et là, on a pris le corps de mon fils. On m'a dit, venez chercher votre fils demain matin chez le médecin légiste. Il existe le bureau de médecine légale, et là vous allez identifier le corps de votre fils. En 9h du matin, quand ça s'ouvre, je me trouvais déjà là-bas avec mon ami. Il y avait là un homme qui travaillait dans quelques bureaux de pompes funèbres. Et il m'a croisé, il m'a dit, vous savez, vous comprenez quel est mon métier, j'ai vu pas mal de choses, mais ça c'est affreux. Nous avons ici plus de 40 morts et on ne sait combien de morts il y a dedans, à la maison des syndicats. Personne ne vous le dira. Moi j'ai reçu un certificat de décès qui était formulé vraiment d'une manière plutôt étrange. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Le décès en résultat d'une chute de très grande hauteur. C'est tout. En ce qui concerne les actes de l'autopsie, j'ai reçu ça, ça fait peut-être dans 6 mois. Et c'était formulé d'une manière assez vague, imprimé très mal. Et pour le moment, nos tribunaux, comme vous l'avez déjà entendu, n'ont rien fait pour établir tous les éléments du crime, pour ouvrir une enquête qui est nécessaire. Alors, la justice ukrainienne, elle dort ou quoi? Ça ne bouge pas. Donc, le sens de notre démarche ici, c'est d'essayer d'ouvrir une enquête internationale parce que nous voulons avoir une vraie justice. Pas cette justice sommaire qui règne en Ukraine. Une vraie enquête internationale juste pour savoir la vérité et pour punir les coupables, les organisateurs et les exécuteurs. Merci bien pour votre attention.